J'ouvre tout de suite le second débat de ce Sens Public consacré à la fin de la NUP. Le Conseil national du Parti socialiste a voté le moratoire proposé par Olivier Faure à plus de 54% et suspend donc sa participation. Que décident les autres partenaires écologistes et communistes? Comment faire revivre une union de la gauche sans Jean-Luc Mélenchon et ses fidèles? Pourquoi les attaques terroristes du Hamas ont servi de détonateur à cette ultime crise? Avant d'en débattre, le récit d'une implosion avec Fabien Recker. La NUPES est-elle définitivement enterrée? Par une résolution votée cette nuit, le PS suspend sa participation à l'alliance de gauche. En cause, les refus répétés de Jean-Luc Mélenchon de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Jean-Luc Mélenchon est devenu un obstacle à l'union. Nous dénonçons sa stratégie de conflictualisation permanente qui interdit tout élargissement. Le Parti socialiste décide d'un moratoire sur sa participation aux travaux de la NUP. Si les querelles sur le Proche-Orient ont porté un nouveau coup à la NUPES, celle-ci avait déjà du plomb dans l'aile. Affaire Quatennens, stratégie sur les retraites ou réaction aux émeutes de cet été, autant de sujets de discorde entre LFI et ses partenaires. Pendant très longtemps, nous avons fait en sorte de cheminer collectivement et d'essayer de porter une parole spécifique à gauche. Il s'avère que cette parole a été sans cesse remise en question par les prises de position à titre individuel, la plupart du temps, de Jean-Luc Mélenchon. Officiellement, la résolution du PS ne fait que suspendre la coopération des députés socialistes au sein de la NUPES. Mais pour le sénateur Patrick Kanner, opposant de longue date à toute alliance avec LFI, le texte voté en bureau national ne va pas assez loin. Pour moi, il ne constitue pas un acte suffisamment fort pour dire à LFI ça suffit. Monsieur Mélenchon, ça suffit. Il faut vraiment tout remettre à plat. Cette NUPES, aujourd'hui, pour moi, est une impasse politique. Dimanche, le Parti communiste avait déjà fait un pas vers la sortie en votant sa propre résolution qui actait l'impasse de la NUPES, mais sans pour autant claquer la porte. Chez les écologistes, on appelle à un nouveau type d'union. Il faut qu'on évite de rentrer dans un schéma où les gauches seraient irréconciliables. Il faut qu'on arrive à trouver un cadre collectif de travail pour la gauche et les écologistes pour pouvoir travailler à une candidature unique en 2027, mais où tout le monde se respecte. Mardi, la chef de file des députés écologistes appelait à réunir une assemblée des 151 députés NUPES pour jeter de nouvelles bases à l'union de la gauche. Une union au sein de laquelle Jean-Luc Mélenchon fait plus que jamais figure d'épouvantail. La fin de la NUPES, l'avenir de la gauche au programme de notre débat avec Lucille Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes vice-présidente du Cercle de réflexion La Fabrique écologique et auteur de ce livre Emmanuel Macron à contretemps qui est paru aux éditions Bayard. Émile Leclerc, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Vous êtes directeur d'études à Odoxa. Rachel Garaval-Carcel, bonsoir et bienvenue, journaliste politique au quotidien 20 minutes. Bienvenue à vous. J'accueille également en duplex Marc Lazare, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Auteur d'une histoire du Parti communiste français publiée aux presses universitaires de France. Bienvenue à vous, Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Le Parti socialiste, on l'a vu, qui suspend donc sa participation aux travaux de la NUP au sein de l'Assemblée nationale. Lucille Schmitt, c'était inévitable, ça y est, on peut dire que c'est fini la NUP? Ou ça survit encore un tout petit peu? Non, je crois qu'un moratoire, c'est pas un enterrement. Un moratoire, c'est une manière de gagner du temps. Et c'était aussi une manière pour Olivier Faure de faire face à ses opposants internes. Vous avez montré Patrick Kanner nous expliquant que tout ça n'allait pas assez loin. Ouais. Et au fond, ce qui est marquant, c'est que sur ce sujet de la NUP, il y a eu des opposants internes. Il y a le Parti communiste. Au sein du Parti socialiste de longue date, il y avait des opposants. Et donc, le problème, c'est en fait de gagner du temps au moment où l'actualité internationale est aussi dramatique. Et du coup de ne pas être en situation de prendre des positions politiques claires, parce qu'au fond ce sont sans doute les conflits internes qui l'emportent et qui font gagner du temps, alors que c'est le moment ou jamais d'avoir des positions politiques claires. Émile Leclerc, cet éclatement de la NUP, ce dont le sondage que vous avez réalisé pour nos confrères du Figaro, c'est le souhait exprimé par une majorité de Français. Exactement, on avait 6 Français sur 10 à la suite des différentes prises de position des différents partis sur ce qui se passait en Israël. On avait 6 Français sur 10 qui nous disaient bah oui, il faut que le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes quittent la NUPES parce que c'est pas acceptable. Et c'était 61% de oui, 37% de non. Exactement. Et c'était une idée qui était approuvée par les 3/4 des sympathisants socialistes. Alors c'était beaucoup plus partagé chez les écologistes et évidemment les insoumis étaient opposés et défavorables. Mais c'est une position qui est largement partagée. Donc le moratoire du Parti socialiste correspond exactement avec l'opinion de leurs électeurs. Ouais. Rachel Garaval-Carcel,
Est-ce que finalement la crainte des uns et des autres, c'est d'être accusés d'être les fossoyeurs de la NUP? Est-ce que ça explique pas tout ce qu'on est en train de vivre depuis là, 2 jours ou même depuis des semaines? Complètement, il y a rien de très clair. Personne ne veut avoir de parole complètement définitive parce que personne ne veut porter la responsabilité d'avoir effectivement tué la NUPES. Même un Fabien Roussel, par exemple, qui a pourtant été insulté par des proches de Jean-Luc Mélenchon, qui a été largement brocardé, même lui, il n'ose pas vraiment le faire parce qu'il ne peut pas vraiment. Il n'a pas de majorité dans son parti. On l'a bien vu dimanche pour acter une vraie sortie de la Donc ils emploient le mot impasse, mais ils n'actent pas une sortie de la NUP. Oui, et puis aussi parce qu'il faut dire, malgré tout, l'idée d'union de la gauche, elle reste populaire dans l'électorat de gauche. Et peut-être à part à la direction de LFI, personne ne pense réellement qu'une victoire est possible sans union en 2027. Ouais. Marc Lazare, cette marque, pardon d'employer ce terme, mais c'est aussi ça, cette marque NUP ou NUPES, elle restera quoi? Une étoile filante? Elle est maintenant trop chargée de division ou de polémique, parce qu'on se dit personne veut en être étiqueté fossoyeur, et peut-être que certains veulent la garder, cette marque, ou pas, selon vous? Est-ce qu'elle est définitivement perdue? Je crois qu'il faut effectivement attendre, mais ce qui me frappe, moi, c'est une grande constante de l'histoire de la gauche dans ce pays. C'est-à-dire que lorsqu'on veut rompre des unions, on le fait au nom de l'union. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé, par exemple, en 1977, au moment de la rupture du programme commun entre le Parti socialiste et le Parti communiste français. Parce qu'il y a justement cette aspiration à l'unité de ce que l'on appelle le peuple de gauche. Parce que l'opposition doit être faite à la droite et à l'extrême droite aujourd'hui. Et par conséquent, celui qui prendrait trop la responsabilité de faire exploser cette unité risquerait de le payer très cher. Donc c'est tout le jeu d'équilibre, je crois, de tous les protagonistes qui savent que chacun d'entre eux veut défendre ses intérêts, les Verts, les socialistes, les communistes et la France insoumise, mais surtout de ne pas effectivement apparaître comme le responsable de la fin de cette union. Et tout le problème, ça va être de savoir si on peut recomposer un certain nombre d'éléments ou si c'est irréversible, justement, comme ça avait été le cas justement avec la rupture du programme commun en 1977. Mathieu ? Il faut que l'union ait un sens pour qu'elle fonctionne. La NUPES, c'est un accord électoral remporté pour remporter des élections. Ils ne les ont pas remportées. Jean-Luc Mélenchon était allé chercher ses alliés pour devenir Premier ministre. Il espérait pouvoir l'être. Ça n'a pas été le cas. Et les autres avaient accepté pour pouvoir sauver leur siège. Donc c'était un accord électoral. Mais quand je dis pour faire l'union, il faut qu'il y ait un sens. C'est quand même deux gauches, on les a dites irréconciliables, mais qui n'ont pas du tout la même culture. Il y a une gauche dite réformiste qui s'allie avec une gauche dite radicale ou que certains peuvent définir comme révolutionnaire. C'est des gens qui n'ont pas la même culture. Il y a une gauche d'élus locaux qui gèrent des municipalités, qui gèrent des départements, qui gèrent des régions. Ça, c'est plutôt le Parti communiste, le Parti socialiste, quelques Verts. Et puis il y a une gauche qui est une gauche plutôt incantatoire, qui dispose de mandats, mais surtout à l'Assemblée nationale, voire au Parlement européen, mais qui est très peu implantée localement. Et puis enfin, ils n'ont pas le même horizon stratégique ni la même tactique. Le même horizon stratégique pour la France insoumise, c'est quand même de renverser le système, c'est quand même de changer de république, de changer de paradigme économique, de changer de paradigme écologique. C'est pas le cas des socialistes, même chez certains communistes. Ils veulent pas renverser la table, ils veulent amender le système, mais ils veulent pas. Et puis je disais, pas la même tactique, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui il faut conquérir le pouvoir d'une façon sociologique. Ça, c'est plutôt les socialistes, les communistes, en s'adressant au plus grand nombre possible. Donc, ça fait des programmes où on discute pour tout le monde. Et puis, LFI, plutôt dans une logique arithmétique. Je choisis des cibles que j'additionne et qui vont me permettre de faire le plus gros score. Donc, les centres-villes, les écologistes dans un programme plus écolo que les écolos, les banlieues. Et comme ça me permettra d'arriver en tête au premier tour. Voilà. Et donc le problème, c'est que, si on résume, il y en a qui ont une culture de second tour. Pour gagner, il faut remporter une majorité. Et il y en a qui ont plutôt une culture de premier tour. Et à mon avis, ça, c'est plutôt la France insoumise. Alors évidemment, l'élément déclencheur, c'est la réaction de la France insoumise à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, qui a précipité, on va dire, cette rupture. Et je vous propose une image comme un symbole, cette conférence de presse à l'Assemblée, en réponse aux critiques qui se sont exprimées. Mathilde Panot, qui est présidente du groupe LFI à l'Assemblée, répond. Elle est embarrassée, vous allez voir, à la question d'un journaliste. La question est simple, le Hamas est-il une organisation terroriste ? C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté. Vous pouvez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. Organisation terroriste ou pas ?
J'ai répondu sur terrorisme. Eh bien, j'ai répondu sur terrorisme. Si, vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Émile Leclerc, vous avez également sondé les Français, alors ceux qui étaient au courant des prises de position de LFI, de cette absence, on va dire, de condamnation claire, ils sont très critiques. Oui, exactement. Alors, on a détaillé pour chacun des grands partis si les Français étaient au courant ou non de leur prise d'opposition. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les positions de la France insoumise étaient les plus connues, puisque c'est celles dont on a le plus parlé, évidemment. Et c'est aussi les plus réprouvées très largement. 86% des Français qui nous disaient avoir entendu parler des prises de position de la France insoumise étaient en désaccord avec eux. Donc c'est colossal, c'est quasiment un score stalinien. Tandis que pour les autres partis, pour la droite et pour le centre, même pour l'extrême droite, même pour le Rassemblement national, vous aviez 7 Français sur 10 qui avaient entendu parler des prises d'opposition de ces partis, qui nous disaient « je suis d'accord ». Ça, c'était vraiment au lendemain de l'attaque contre Israël. Si on posait la question aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'attaque de Gaza, peut-être que les choses évolueraient un peu. Mais en tout cas, la droite et le centre étaient largement approuvés, et un peu moins les socialistes, mais c'était quand même très majoritaire, et un peu moins les écologistes, sans doute parce qu'il y a une partie des écologistes qui, dans l'opinion, est assimilée aux insoumis dans son côté un peu radical. Voilà ce qui peut expliquer ça. Donc c'était vraiment la spécificité des insoumis, c'était les seuls à être désapprouvés par les Français. Lucile Schmitt, pourquoi c'est si difficile pour Jean-Luc Mélenchon et ses fidèles, Mathilde Panot ou encore hier Daniel Obono, de condamner clairement le terrorisme du Hamas? Je ne sais pas. Je pense que en plus c'est une erreur même tactique. Et je ne comprends pas cette manière de s'entêter, surtout dans l'erreur. Ça vient d'être dit, d'ailleurs, ça ne correspond pas en plus à la vision électorale. Je voulais rappeler, par rapport à ce que disait tout à l'heure Mathieu Croissando, que certes, c'était une alliance électorale l'année dernière, mais c'était aussi une manière de ressusciter la gauche. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron avait été élu sur l'idée de dépasser la droite et la gauche. Et donc je pense qu'il y a, autour de cette envie de ne pas être le fossoyeur de la NUPES, il y a l'idée aussi de ne pas être le fossoyeur d'une gauche ressuscitée d'une manière un petit peu miraculeuse il y a 1 an et demi. Du coup, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qui sont autour de lui est une attitude que je trouve personnellement incompréhensible, parce que c'est lui qui a aidé, je veux dire, c'est le tribun, c'est le leader de cette gauche. On peut le regretter, on peut regretter ses outrances, mais aujourd'hui, je ne vois pas d'autres tribuns à gauche, à part Jean-Luc Mélenchon. J'en vois beaucoup qui essaient, mais je crois qu'ils n'y arrivent pas pour l'instant. Et donc tout le sujet, c'est au fond, comment est-ce que celui qui a permis la résurrection devient en fait le fossoyeur? Et ça, c'est un problème. Et du coup, ceux qui sont autour de lui, parce qu'on pourrait dire LFI, c'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon, et notamment, il a choisi de ne pas être élu. On pourrait dire que Mathilde Panot... d'autres qui sont plus critiques, d'ailleurs, qui ont commencé à le faire, comme François Ruffin, des personnalités comme Clémentine Autain, ont montré qu'au fond, il y a une sorte de malaise qui tient aussi sans doute aux paroles de Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'éloigner de Jean-Luc Mélenchon et faire exister la France insoumise, loin de Jean-Luc Mélenchon? Ça, on en reparlera, mais je voudrais qu'on reste sur cette question palestinienne et de ce que ça provoque dans la perception par l'opinion, vous l'avez évoqué, mais aussi dans les critiques. Écoutons ensemble Elisabeth Borne, la Première ministre, qui est à l'Assemblée nationale et qui dit que LFI s'est exclu du champ républicain. Écoutons-la. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elles manquent à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Mais en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête, je pense à ces massacres dans les kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza, je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Marc Lazare, LFI s'est-elle exclue du champ républicain avec cette prise de position? Et puis surtout, comment vous l'analysez? Comment vous l'expliquez? Je vais commencer par le deuxième aspect de votre question, parce que je pense que c'était un élément très important. La cause palestinienne, la gauche l'a épousée. Elle a souvent hésité sur les modes d'action des organisations palestiniennes. En 1972, au moment des Jeux olympiques
à Munich et des attentats épouvantables contre les athlètes israéliens, ça a divisé entre ceux qui l'ont soutenu, un certain Envi Plenel, et ceux qui l'ont condamné. Déjà, il y avait ces hésitations. Mais ici, le fait nouveau, effectivement, c'est devant la barbarie du Hamas, d'avoir cette position de la France insoumise. Et pourquoi ? Je pense qu'il y a deux mots qu'ils ne veulent pas employer. C'est terroriste et islamiste. Les deux mots qu'ils ne veulent pas utiliser. Et je pense que c'est lié à leur conception idéologique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lucille Schmitt. Je pense que c'est pas une erreur. Je pense que ça, c'est véritablement maintenant devenu un des éléments de leur corpus idéologique. C'est-à-dire que pour eux, la cause palestinienne justifie tous les moyens d'action. C'est un vieux débat dans les luttes anticolonialistes et le débat Sartre-Camus sur la guerre d'Algérie, par exemple. Eh bien, c'est la cause palestinienne, c'est la résistance palestinienne. Donc, bon, bien sûr, il y a quelques crimes, mais on ne va pas employer l'expression de terrorisme. Et islamiste, c'est pas possible pour eux de l'employer parce qu'ils considèrent que c'est l'expression de ceux qui sont dominés. Et eux, ils sont du côté de ceux qui sont dominés. Et si on emploie islamiste, ça voudrait dire qu'on fait preuve d'islamophobie, et ça, c'est inacceptable selon eux. Et ce qui est gravissime, et c'est pour ça que je retiens de ce point de vue-là un peu ce qu'a dit Mathieu Croissando, même si dans le passé, les gauches étaient irréconciliables entre socialistes et communistes, et pourtant, ils se sont mis d'accord. Mais là, il y a un point de non-retour, parce que ça renvoie à un sujet extraordinairement sensible. Le Hamas, il ne veut pas une perspective de deux États. La gauche, c'est une gauche qui dit on peut avoir un État palestinien, mais il faut reconnaître le fait national israélien. Le Hamas veut tout détruire, absolument tout détruire. Israël n'existe pas pour lui au nom de la religion. Et par conséquent, ici, c'est une position très importante qu'a prise Jean-Luc Mélenchon et ses proches, et qui a aussi une dimension tactique, parce qu'on sait qu'il vise un électorat composé de Français d'origine arabe et musulmane, qui a voté en partie pour lui aux dernières présidentielles, et donc il surfe là-dessus. Et évidemment, le reste de la gauche, et notamment les socialistes, plus que d'ailleurs que les Verts, et les communistes sont très attachés à la laïcité. Donc cette conception de soutenir un mouvement islamiste n'est pas acceptable. Là, c'est vraiment un sujet très important. Alors, exclure du front du camp républicain, je termine. Rapidement. Oui, très rapidement. Je crois que c'est une posture politique, très franchement, parce qu'on aurait pu dire la même chose du Parti communiste dans les années 50. D'ailleurs, ça a été un débat au moment de la guerre froide. Est-ce qu'il fallait interdire le Parti communiste français ou pas, qui était totalement aligné sur l'Union soviétique, qui disait, par exemple, on ne fera jamais la guerre à l'Union soviétique si jamais il y avait une guerre. Et on ne l'a pas fait, et je pense que la République, la 4e République, qui a toujours été mal aimée, je crois qu'elle a bien fait, parce qu'elle représentait quelque chose dans le pays, et qu'en plus, au sein de la France insoumise, justement, il y a des débats importants. Donc, je pense que c'est essentiellement une posture politique de la part de la Première ministre. De la Première ministre. Merci Marc Lazare, je reviens vers vous tout à l'heure. Rachel Garra-Valcarcel, c'est quand même ce terme de champ républicain, exclu du champ républicain, c'était réservé au Front National. C'est quand même frappant de voir qu'aujourd'hui, le gouvernement le réserve à LFI. Oui, on assiste depuis plusieurs mois à une sorte de retournement de la diabolisation d'une certaine manière, et le gouvernement, bien aidé par LFI, il souscrit complètement. Je pense qu'il a tort, parce que là, on est quand même à deux doigts de dire que la France insoumise soutient le Hamas. Ce n'est pas le cas. Ils ont 1000 fois tort de ne pas les qualifier de groupes terroristes et de ne pas qualifier les actes d'attaques terroristes. Mais la France insoumise ne soutient pas le Hamas, encore moins parce que c'est pas si compliqué de défendre la cause palestinienne. Je suis absolument d'accord avec vous. Le Hamas est terroriste. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Pour moi, ils ont une position de gauchiste au sens léniniste. Vous savez, c'est la maladie infantile du communisme ou du socialisme. J'ai un doute. C'est-à-dire, en fait, ils ont une position un peu qu'on pourrait éventuellement défendre dans un café philo d'extrême gauche. Oui, le terrorisme, c'est pas si simple que ça. Mais là, c'est autre chose qu'on attend du parti leader de la gauche. Mais on ne peut pas dire que la France insoumise est un parti qui soutient le Hamas. Mathieu, un mot à gauche. Certains, je pense en Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn, par exemple, disait que le Hezbollah ou le Hamas étaient des amis. Pas de souvenir qu'il y ait des gens de la France insoumise qui aient dit ça. Non, mais il y a des gens comme Daniel Obono qui ont invité Jeremy Corbyn pendant la campagne des législatives. Oui, non, Monsieur Schmitt. Oui, moi je crois qu'il y a une chose importante, c'est que contrairement à ce
que pense Marc Lazare. Moi, en tout cas, je pense que c'est une erreur très fondamentale, même en termes de communication politique, et un entêtement de Jean-Luc Mélenchon qui traduit aussi son rôle de leader maximo. Après, autour de lui, il y a un certain nombre de personnes qui reprennent sa pensée et qui la répètent comme des perroquets, et je pense que ça rejoint le malaise qu'on sent chez Mathilde Panot, qui répète comme un perroquet. Après, je rappellerai quand même que François Ruffin, qui nous avait dit d'ailleurs qu'il voulait réconcilier la France des bourgs et la France des tours, ce qui pose la question pour le coup de l'électorat musulman par rapport à un électorat plus rural, etc. Voilà, il y a aussi des voix discordantes qui se sont fait entendre du côté de LFI, et donc on nous dit le PS donc fait son moratoire. Après, la question de la France insoumise, c'est est-ce que certains au sein de la France insoumise veulent que la NUPES continue, bien que Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, comme je le disais, s'en fasse le fossoyeur. Il y a le côté où personne ne veut accepter d'enterrer la NUPES, mais il y a la question de comment est-ce qu'on continue la NUPES que certains devraient assumer en termes de questionnement et en termes d'initiative, et pas seulement en se différenciant à minima de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un moment où il faut tuer le père, hein, voilà. Allez, l'avenir de la NUPES, l'avenir de l'Union de la gauche, on y revient plus tard, mais je voudrais qu'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, parce que finalement, ce qui est en train de se passer, bon, il y a eu des signes annonciateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Marion Vigoureux peut nous rejoindre tout de suite. On va retracer avec vous, Marion, quelques-uns des moments forts qui ont participé, acté cette division de la NUPES. Oui, puisque lorsqu'elle voit le jour le 7 mai 2022, la NUPES veut regrouper les principales forces de gauche pour présenter des candidatures communes, mais très vite, on se rend compte qu'il n'est pas si facile de faire cohabiter des idées, des projets politiques différents. Les premières frictions, elles interviennent 3 mois après sa création, en août 2022, sur une question internationale, et ce, quand Jean-Luc Mélenchon déclare sur son blog que Taïwan est une composante à part entière de la Chine, un argument qui est défendu par les autorités chinoises et que critiqueront vivement les socialistes et les écologistes. Autre fracture, cette fois-ci stratégique, en février 2023, avec l'examen de la réforme des retraites. Lorsque le texte arrive à l'Assemblée nationale, 20 000 amendements ont été déposés. Parmi eux, 13 000 viennent des Insoumis. Et ces derniers refuseront d'en supprimer, contrairement aux autres formations de gauche. Conséquence, les débats prennent fin le 17 février sans que l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge de départ à la retraite n'ait pu avoir lieu. Et ça ne plaît pas à certains syndicats comme aux alliés de gauche. Et je vous propose d'écouter la réaction à l'époque d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est vrai qu'il y a un différent stratégique, tactique plutôt, sur la conduite des opérations, parce que nous voulions aller à l'article 7 et mettre face à leurs responsabilités l'ensemble des élus de ce Parlement. Alors après ces débats, ils seront nombreux à appeler un acte 2 de la NUPES. À noter que l'examen de la réforme de la retraite a également été marqué par des dérapages verbaux qui vont crisper certains élus. Par exemple, le député LFI Aurélien Saint-Toul qui traite le ministre du Travail d'assassin, ou encore ce montage photo réalisé par Thomas Porte, député LFI, qui écrase un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Le député avait reçu le soutien de LFI, mais pas du reste des alliés de gauche qui avaient alors dénoncé une violence symbolique et soutenu des sanctions. Autre divergence, quelques semaines plus tard, autour de la question de la réintégration d'Adrien Quatennens sur les bancs de l'Assemblée. Nous sommes en avril 2023 et ce retour ne fait pas l'unanimité. Là aussi, le député LFI du Nord a été condamné pour des violences conjugales et revient après 4 mois d'absence. Le Parti socialiste publie un communiqué pour condamner, je cite, une réintégration inacceptable, une faute politique, un sentiment qui est aussi partagé dans le rang des écologistes. Maintenant, on est à l'été 2023, l'invitation du rappeur Medine aux universités d'été de LFI et d'Europe Écologie Les Verts. Et les Verts sont divisés sur sa présence, puisque Medine est accusé de propos antisémites sur le réseau social X. Il s'en est excusé, évoquant des propos inadaptés. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a défendu, dénonçant au passage la soumission de certains écologistes. Et on est à peine sorti de cette polémique Medine qu'une nouvelle crise s'invite. Et cette fois-ci, c'est autour de l'interdiction de l'abaya à l'école, décision prise par le gouvernement pour cette rentrée scolaire 2023. Et les filles dénoncent une police du vêtement, mais chez les socialistes et les communistes, cette interdiction est accueillie plutôt favorablement. Le député PS Jérôme Guedj évoque, lui, une nécessaire police du prosélytisme à l'école. Autant d'exemples de fractures qui ont donc apparu au fur et à mesure des mois, jusqu'à la polémique de trop, vous l'avez évoqué, celle de la position considérée comme ambiguë de LFI sur l'attaque du Hamas contre Israël. Merci beaucoup Marion. Émile Leclerc, est-ce qu'au fil
de ces polémiques, le soutien populaire des électeurs de gauche à la NUP s'est effrité au même rythme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en tout cas une image qui s'est dégradée. On avait mené une enquête au lendemain des élections législatives, en juin 2022, pour Public Sénat notamment, dans laquelle on mesurait l'image, l'opinion qu'avaient les Français de la NUPES. Elle était de 36%. En juin 2023, donc un an après, elle était tombée à 31%. Et il y a une image en fait qui est très radicale dans l'opinion. En fait, l'opinion n'associe pas la NUPES à l'ensemble des partis qui la composent, mais essentiellement à la France insoumise. Donc les traits d'image qui sont associés à la NUPES sont aussi ceux qu'on associe à la France insoumise. Donc c'est la stratégie du conflit permanent, en quelque sorte, qui est retenue par exemple, majoritairement par les exemples qu'on a donnés sont des exemples dont on a beaucoup parlé, qui ont fait polémique, mais il y a aussi des sujets de fond au départ, au moment même de la création de la NUPES, qui posaient problème au sein même de la gauche, des thématiques comme l'Europe, le communautarisme, etc., étaient des vrais sujets de divergence profonde, au-delà de la tactique politique et des manières de procéder. Donc il y a une image de la NUPES qui est associée à la France insoumise et qui pose un vrai problème, et une association aussi qui est très forte avec Jean-Luc Mélenchon, qui est le seul et unique grand leader, qui a vraiment le leadership de toutes ces composantes. Un mot du Conseil national du PS hier, pour justifier le moratoire. Olivier Faure a dit qu'il n'avait pas signé pour la bordélisation. Sauf que, pardon, mais la bordélisation, je reprends le terme, ce sont ceux d'Olivier Faure. Cette stratégie du conflit permanent, elle est là depuis le début. Enfin, il ne la découvre pas aujourd'hui. Non. Je veux dire, non, mais c'est ça. Moi, ça m'a fait tomber de la chaise de lire ça. D'ailleurs, comment dire, la forme qu'a pris cette dernière polémique, au fond, ressemble totalement à toutes les autres, en fait. C'est-à-dire, il y a une initiative de LFI qui déplaît aux autres. LFI ne veut jamais s'excuser, reculer ou quoi que ce soit. Du coup, les autres sont bien embêtés. En fait, c'est une grande arlésienne depuis le début de la NUP, c'est-à-dire tenter d'avoir entre eux, les partenaires de l'Alliance, un lieu de régulation des prises de parole, d'une certaine manière. Et c'est un peu ce que demande, par exemple, Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Cyrielle Châtelain, il y a quelques mois, quand elle demandait un acte 2 de la NUP. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas sûr que ces conditions de régulation des prises de parole, les socialistes, les écologistes et les communistes puissent se les appliquer à eux-mêmes. C'est pour ça que, certes, Jean-Luc Mélenchon il a une grande responsabilité dans ce qui se passe, mais il faut aussi souligner l'hypocrisie des partenaires là-dedans. Alors, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, a parlé de son avenir, d'éventuels successeurs, mais d'abord, on écoute la députée socialiste du Puy-de-Dôme, Christine Pires-Beaune. Si Mélenchon aime la gauche, il doit s'effacer. Voilà, très clairement. Si c'est ça l'intérêt général d'arriver à construire une alternative, aujourd'hui, il doit s'effacer et il doit laisser ceux qui sont en responsabilité. Il n'est plus député aujourd'hui, il fallait qu'il se présente. Il n'est plus député. Qu'il nous laisse construire une alternative. D'ailleurs, c'était le titre d'un livre signé qui? Signé Jean-Luc Mélenchon, Faites mieux, vers une révolution citoyenne. On va revoir la couverture de ce livre. Et puis c'est même aussi ce qu'il avait dit au soir du premier tour de la dernière élection présidentielle. Voilà, de grosso modo, j'ai fait mon job, à vous de faire mieux. Mathieu, est-ce que cette implosion de la NUP, c'est l'échec de Jean-Luc Mélenchon? C'est un échec en trompe-l'œil, car en vérité, c'est exactement ce que souhaitait Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis qui aime qu'on lui obéisse le doigt sur la couture du pantalon. On avait ras-le-bol de ses alliés récalcitrants pour lesquels il n'a que le plus grand mépris. Il se voit comme celui qui a réveillé la gauche, il se voit comme celui qui a fait les 22%. Alors, se faire la leçon par des socialistes ou des communistes qu'il considère comme des vestiges d'une classe politique qui a soit failli, soit trahi, c'est la goutte de trop. Mais surtout, Jean-Luc Mélenchon avait alerté dès le printemps dernier, vous vous en souvenez, je crois que c'était d'ailleurs dans 20 minutes, il a donné une interview pour dire la NUPES est en péril si elle n'est même plus un accord électoral. Parce que je le rappelais, la NUPES, c'est un accord électoral. Et depuis, il n'y en a plus eu. Et ça a marché pour les législatives, mais il n'y en a pas eu pour les sénatoriales. Il n'y en aura pas pour les européennes, puisque chacun part en solo. Et puis il n'y en aura vraisemblablement pas, même s'il est trop tôt, pour les présidentielles, puisque quand même, le mois dernier, Jean-Luc Mélenchon a dit LFI n'ira jamais dans une primaire de la gauche. Donc, comment ils vont décider, on verra bien. Mais le seul problème, donc,
Jean-Luc Mélenchon l'avait prédit. Donc aujourd'hui, on y est d'une certaine façon, le péril dans la NUPES. Mais c'est que le problème pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Depuis des semaines, en fait, on l'a dit un peu sur ce plateau, les membres de la NUPES jouaient à qui craquera le premier. Personne ne voulant endosser la responsabilité d'avoir cassé l'alliance. Malheur à celui qui fait péter la NUPES. Vous vous souvenez, c'est ce que prophétisait Jérôme Gage, le député socialiste, qui aujourd'hui dit pique-pendre de l'alliance avec LFI. Du coup, de son côté, Jean-Luc Mélenchon faisait comme d'habitude. Il cultivait ses provocations en espérant secrètement que ses alliés finiraient par claquer la porte. Oui, mais voilà, en s'enfonçant piteusement et de façon assez indigne, à mes yeux, au lendemain des attaques sur le Hamas, les Insoumis sont allés trop loin, ils se sont enferrés dans leur circonvolution, et ce sont eux, du coup, qui ont cassé le fil en donnant le sentiment de renier tout à la fois leurs valeurs et leurs principes humanistes. L'histoire retiendra que ce sont les excès des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis qui ont cassé la NUPES, et non pas la couardise d'Olivier Faure, comme on l'entendait, ou la traîtrise de Fabien Roussel, comme escomptaient les Insoumis. Bon, si on parle d'avenir, Jean-Luc Mélenchon ne va pas arrêter la politique. Non, bien sûr que non. Et vous allez voir, comme à chaque fois, Jean-Luc Mélenchon finira par changer de rôle à l'approche de la présidentielle. Parce que dans les premières années de quinquennat, il est toujours dans le rôle du méchant, pour cliver, pour affaiblir, pour conflictualiser, comme il dit. Et puis, 2 ans avant les élections, il se fait soudain plus patelin, plus gentil. Il oublie le bruit et la fureur pour incarner la figure du papier révolutionnaire, mais rassembleur. Jean-Luc Mélenchon est persuadé qu'il sera meilleur que tout le monde à gauche en campagne électorale, de toute façon. Et pour le coup, l'histoire récente lui a plutôt donné raison. Il ne pense pas que c'est l'union qui fait la force, mais que c'est la force qui fait l'union. Donc s'il est fort, les gens se regrouperont autour de lui. C'est une tactique qui lui a permis d'enregistrer de bons scores au premier tour, mais tout en échouant à chaque fois aux portes du second. Débat pour lui, c'est faites mieux ou faites pire. Lucile Schmitt, qui pourrait incarner la suite, même si on a bien compris qu'il ne va pas passer la main comme ça à Jean-Luc Mélenchon? Je pense qu'il y a un sujet sur les personnalités et les partis politiques. Ça a été rappelé par Mathieu Croissando. Dans une grande démocratie, en général, on a un parti socialiste plutôt fort. Et là, ce qui est effrayant pour le Parti socialiste, c'est qu'il a fait des scores extrêmement faibles à la dernière présidentielle et qu'il a été victime d'une loi léonine et mathématique dans le cadre de l'accord de la NUPES. Donc le sujet, c'est est-ce que, par exemple, les socialistes pourraient retrouver au fond cette forme de gauche réformiste et gestionnaire aux responsabilités. Et puis, il y a cette question écologiste qui est très importante, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui se dit vert. Et évidemment, il y a cette force montante qui, par ailleurs, on le voit, reste quand même très adolescente par rapport à ce qui s'est dit sur Médine, par exemple, sur lequel, en plus, ils ont cette incapacité à assumer alors que LFI assume. C'est-à-dire qu'eux, ils invitent Médine. Honteusement, ils se divisent. LFI invite Médine et assume. Donc il y a un vrai sujet sur la façon dont cette grande cause verte pourrait donner lieu à un parti politique à la hauteur. Donc moi, je ne vois pas de leader immédiat. En revanche, je trouve que construire du collectif permettrait sans doute de faire émerger des leaders auxquels on ne pense pas aujourd'hui. Et je crois que c'est l'inverse, évidemment, de la méthode mélenchonienne. Je voulais aussi rappeler une chose, puisqu'on a beaucoup parlé des anicroches qu'il y avait eu auparavant. C'était un petit peu la cour de récré. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le sujet, c'est la vie, la mort, le terrorisme. Et par rapport à ce qu'a dit Marc Lazare sur la cause palestinienne, ce qui est effrayant, si vous voulez, c'est que du coup, personne à gauche n'arrive à parler correctement de la cause palestinienne et qu'on se chamaille sur est-ce que le Hamas est terroriste ou pas. Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital, par rapport aux morts palestiniens, personne n'est capable d'avoir une parole politique à gauche qui soit correcte. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que la NUP ne pourra pas continuer à exister si elle n'a pas, un jour ou l'autre, une espèce de parole qui s'inscrit dans la mémoire de la gauche, comme l'a rappelé Marc Lazare. Oui, Marc Lazare, justement, vous l'aviez écrit en mai 2022, donc on est quelques semaines avant les législatives. Je crois que le titre de votre tribune du Monde, c'était « L'union est un combat », je dis ça de mémoire, et vous pointiez déjà les fragilités de cette nouvelle union de la gauche. Elle passe par quoi? Je reprends ma question sur l'incarnation. C'est d'abord construire un programme, ou c'est d'abord trouver le chef, ou la chef? Je crois que ce serait les deux. L'union est un combat, c'est pas une formule de moi, c'était une formule du dirigeant communiste Étienne Fajon, juste après avoir signé le programme commun devant le comité central du Parti communiste français, où il disait qu'ils avaient fait une union, mais que l'union était un combat et que cette union, c'était pour garder la prééminence du Parti communiste. Comme on le sait, c'est le Parti socialiste qui l'a emporté. C'est le problème, c'est à la fois essayer de construire un programme commun, si c'est possible, et Mathieu Croissando a rappelé toutes les difficultés, parce qu'il y a des divergences importantes, mais je rappelle que dans le passé, il y
avait des divergences importantes. Il y a toujours une composante réformiste et une composante plus radicale ou plus révolutionnaire. Et je crois que, pour nuancer peut-être, en revanche, ce qu'a dit Mathieu Croissando tout à l'heure, je crois qu'il a encore deux atouts dans la main, Jean-Luc Mélenchon. Le premier, c'est le fait qu'immédiatement, il a dit « Ah ben, c'est pas moi qui suis responsable de la division, c'est Olivier Faure ». C'est-à-dire que, du coup, il se présente comme l'élément garant de l'unité devant, entre guillemets, le peuple de gauche. Le deuxième élément qu'il a en sa faveur, c'est que, mais notre ami sondeur va pouvoir peut-être m'infirmer ou me confirmer, c'est qu'il y a un noyau dur. Là, je vous parle depuis Rome, il y a une belle expression, zoccolo duro. Donc, il y a un noyau dur, si vous voulez, qui est là. Et je constate que dans les enquêtes d'opinion pour les élections européennes, qui ont été faites ces jours-ci, la base électorale de la France insoumise, qui est basse pour le moment pour les élections européennes, n'a pas bougé, c'est 9%. Donc apparemment, ce noyau dur, il résiste. Et puis le troisième élément, on vient de le dire avec Lucille, c'est Lucille Schmitt, c'est que son grand atout, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation de l'autre côté. Le pôle réformiste pour le moment, c'est-à-dire celui du Parti socialiste, des Verts et du PCF, n'a pas un leader. Et en plus, ces trois partis qui sont en compétition entre eux. Donc c'est extraordinairement difficile. Alors, Émile Leclerc, évidemment, je repose la question de Marc Lazare, le noyau dur, il est toujours là. Je confirme, effectivement, il y a toujours un noyau dur. Maintenant, c'est à la fois une force, parce que ça permet d'avoir un socle électoral systématique, d'une certaine manière, et c'est aussi une faiblesse, parce que Jean-Luc Mélenchon est extrêmement clivant dans l'opinion. Vous avez toujours à peu près, alors là, il baisse encore ces dernières semaines dans l'opinion, mais il est extrêmement clivant. C'est une des personnalités les plus rejetées par les Français. Donc il y a une popularité, et en même temps, il n'y a personne qui se dit, bon, bah oui, j'ai pas d'opinion particulière sur cette personnalité. Je repousse ces idées de manière catégorique. Voilà ce que se disent la grande majorité des Français. Oui. Et puis, comme vous avez Marc Lazare, pardon de vous interrompre, il y a le fait que, effectivement, juste après le moratoire, le résultat du moratoire, Jean-Luc Mélenchon a tweeté la responsabilité d'Olivier Faure, sauf que, est-ce que dans l'opinion, c'est perçu comme ça? C'est-à-dire, qui est perçu comme responsable de la fin ou la quasi-fin de la NUP? À ma connaissance, la question n'a pas été posée, mais probablement que la France Insoumise sortirait en tête de cette question. C'est assez probable. Et pour revenir sur ce que je disais précédemment, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon pose un problème au sein de la NUPES. Et effectivement, comme on l'a tous dit sur ce plateau, il n'y a personne qui suit derrière, qui peut réellement émerger, et en particulier dans les autres partis que sont le Parti Socialiste ou Europe Écologie Les Verts. Donc c'est la grosse difficulté. Valgarcet, vous avez signé un papier pour 20 minutes sur François Ruffin. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui, en tout cas, ils travaillent pour incarner une alternative, on peut dire ça comme ça. Dans un monde politico-médiatique où c'est terriblement difficile d'émerger, il y a quelqu'un qui existe, et c'est pas anodin. Et puis, et je me mets dedans, on a toujours un peu de mal à voir un peu plus loin que le bout de son nez, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas toujours été le leader présidentiel évident qu'il est aujourd'hui. Avant l'élection présidentielle de 2017, c'était pas du tout ça. C'est 2017 qui lui donne une nouvelle stature. L'histoire de la gauche et de la vie politique française, c'est des leaders qu'on n'a pas vu venir, qui s'imposent de manière inattendue. Je ne parle même pas de Macron. Jospin en 95, personne ne le voit venir pour être candidat du Parti socialiste. Et il y en a d'autres, des exemples comme ça. Donc on est à 3 ans. Disons, dans 3 ans, on y verra sans doute un peu plus clair. 3 ans, c'est tellement long. Mais pour rester sur, parce qu'on va pas faire tous les papabilés, mais pour rester sur François Ruffin, il travaille vraiment, ça veut dire quoi? Il travaille le terrain, il pose des jalons, il est vraiment dans cette perspective présidentielle? Ce que les gens qui sont proches de lui ou qui ont un regard plutôt favorable sur ce qu'il fait, il nous explique que c'est un bosseur, qui bosse vraiment les sujets. Je prends par exemple son interview au Monde de la semaine dernière. C'est la toute première fois que François Ruffin ose s'exprimer sur un sujet international. Jusque-là, il était toujours en train de botter en touche quand on sortait de ses sujets habituels, c'est-à-dire économiques et sociaux. Donc ça montre qu'il essaye d'élargir, d'épaissir sa personnalité politique. Et son interview a quand même été assez largement saluée. Ça veut dire qu'il bosse quand même des sujets qui ne sont pas les siens habituellement. Bon, allez, on va terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau et en duplex de Rome. J'ai rappelé d'ailleurs les titres de vos livres. Lucille Schmitt, Emmanuel Macron à contre-temps, coécrit avec Olivier Mongin et publié aux éditions Bayard. Marc Lazare, votre histoire du Parti communiste français est publié au PUF. Et on vous lit dans le quotidien 20 minutes, évidemment. À demain, 18h, 22h sur Public Sénat. Notez également que
L'invité de la matinale sera le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bonne soirée à toutes et à tous.